Mais Madame Ahidjo n'aimait pas particulièrement Biya parce qu'elle estimait que Ahidjo couchait avec Jean-Irène Biya et que Biya ne protestait pas. Et pourquoi protestait-il pas Biya? Paul Biya arrive au pouvoir en 82, Mobutu est arrivé au pouvoir en 65. Les deux emblèmes, et du RDPC et du drapeau du Zaïre, ont séjourné dans la matrice d'un sorcier en Égypte. Mais celui-ci leur avait prévu de fin. Il a dit, l'un d'entre vous sera mort à l'étranger, il va y être enterré. L'autre va mourir dans son pays, il va y être enterré et sa tombe sera saccagée. Oui, mais il faut faire une nuance, un distinguo entre le MRC et Maurice Kamto. Donc moi, j'ai toujours soutenu Maurice Kamto. D'accord. Rien à voir avec son MRC. Ceux qui pratiquent ça au Cameroun, d'abord, ne sont pas des homosexuels. Ils le font pour soumettre des gens, pour humilier des pères de famille, pour les tenir au cas où ils venaient à manifester des velléités d'indépendance. Ce qui s'est passé entre elle et Kadhafi, par exemple. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est à l'aéroport, 9h, sa femme n'est pas là, 10h n'est pas là, et ça mène à 13h15 avec la fermeture éclair de sa jupe déchirée. Voilà. Donc elle était chez le guide. Les pères de famille, avant de les nommer ministres, on les passe à la casserole, c'est filmé, c'est une monnaie de chantage et on les tient sans les grégeries, sans les marabouts. Paul Biya aurait perdu le pouvoir depuis très longtemps. Discriminemment. Chez moi, dans le Grand Nord, il y a des gens qui se sont suicidés. Certains sont allés en exil parce qu'on les prend, on prend le type avec sa femme, souvent avec des enfants. Tout ça, c'est filmé. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, God, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, Job, Allah, Nini, donne-le le nom que tu veux, Zambé, pour mes compatriotes du Congo, mais glorifie-le et célèbre la vie. Certains l'appelleront le grand architecte de l'univers, à chacun son appellation, mais sachez que il faut le glorifier. Bien. Mes chers compatriotes, je me suis levé ce matin avec un double sentiment. Un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance. D'abord, de fierté parce que chaque fois que le Tout-Puissant vous permet, à travers vous, à travers les autres, de reconnaître en lui ce qu'il représente pour nous, c'est une grande fierté. J'ai reçu une vidéo hier de notre compatriote Morgan Palmer. Beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un journaliste. Un journaliste comme nous aimerions avoir plusieurs dans notre pays. Et je me base sur son support média actuel, Fauteuil Rouge. Et ce qui passe, et depuis que je suis ces émissions, je n'ai jamais vu, encore moins entendu, ce compatriote dont je découvre une proximité aussi familiale. Je remercie d'ailleurs mon frère bien-aimé qui a bien voulu essayer de me renseigner un peu plus. Alors, je n'ai jamais vu ce monsieur, ce compatriote, insulter les gens. Je n'ai jamais vu insulter les autres compatriotes qui sont dans les réseaux sociaux. Son problème, sa mission, c'est d'informer, c'est de publier, c'est d'investiguer, recouper. Il ne s'attaque à personne. Son problème, c'est quand il t'invite sur son plateau, c'est de te parler des événements en cours, de toi, de ta vision. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que aujourd'hui, nous découvrons que les journaleux, la plupart d'entre eux, bien sûr qu'on retrouve encore quelques journalistes, pour se faire remarquer, pour des likes, il faut insulter
l'autre. Alors que nous sommes pour la plupart victimes des mêmes systèmes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas te lever le matin pour que tu aies des likes. Il faut insulter J.P. Ngonon, il faut insulter Morgan Palmer, il faut insulter Patrice Numa, il faut insulter Jean-Philippe Odorossou, il faut insulter Titakwe, il faut insulter X ou Z. Alors qu'il y a tellement de sujets qui méritent votre attention, des développements, des investigations, promouvoir, informer, sensibiliser, dénoncer, qu'on s'attarde à insulter. Alors, j'ai voulu partager avec vous cette première fierté de reconnaître que dans notre pays, il y a des journalistes qui font leur travail. Parce que moi, je ne suis pas un journaliste. Je ne suis même pas un activiste. Je suis un soldat, un militaire. Je suis un Camerounais indigné depuis plus de 30 ans qui dénonce ce qui ne va pas dans ce pays, dans notre pays. Alors, retrouver des enfants de la République, des fils et filles de la République, comme Morgan Palmer, qui partagent la déontologie journalistique comme on aimerait avoir dans notre pays, pour moi c'est une fierté. Je dis, ah, tous ne sont pas là pour insulter, pour salir, dénigrer, tous ne sont pas là pour prendre de l'argent pour insulter les autres, mais ils sont sur les faits. Dénonce les faits. Ne te fais pas venir sur le plateau pour que tu insultes des personnes. Non. Dénonce les faits. Donne ton avis par rapport à ce qui se passe dans la société en général, au Cameroun en particulier. Alors, je voudrais dire un grand bravo et merci à mon frère Morgan Palmer pour le bon travail qu'il fait pour nous autres, pour nous informer, pour nous mettre au courant de ce qui se passe dans notre société et qui fait là, il n'est pas parfait, bien entendu, chacun a ses défauts, mais apprenons à élever ce qui est bon, à reconnaître ce qui est bien. Je lui dis une fois de plus merci. Et je voudrais la reconnaissance qui fait partie du deuxième point que je voulais lever ici, c'était mes salutations à notre compatriote aussi, Jean-Pierre Dupont, qui a bien voulu partager avec nous dans cette émission de Morgan Palmer sa pensée, des histoires que nous ne connaissions pas tous. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment que, Chantal Biya avait eu une relation avec Muammar Kadhafi. Je ne savais pas. J'ai été aussi fier parce que j'ai retrouvé dans cette publication, dans cette émission, la plupart de mes publications, de ce que je vous dis ici depuis plus d'une trentaine d'années, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, une dizaine d'années. J'ai retrouvé ça parce que, pourquoi est-ce que c'était une fierté et en même temps une reconnaissance? Je me suis dit, à l'époque, je me disais, mais est-ce que je suis seul à voir ce qui se passe au Cameroun? Parfois, je me suis dit, mais est-ce que je n'hallucine pas? Surtout quand je voyais des attaques qui me venaient de partout. Et de mes propres frères et sœurs, compatriotes qui sont victimes de ce système. Je me suis dit, ah, est-ce que c'est moi qui vois mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal avec moi? Je vais enlever les lunettes de mon ami, Augustine. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en réécoutant, en écoutant, j'ai écouté, écouté, réécouté Jean-Pierre Dupont à travers cette émission de Morgan Palmer hier. J'ai dit, Tizama, à Kiba, à Vongan. J'ai dit merci à Dieu, parce que le temps passant, mes compatriotes qui ont tellement beaucoup d'histoires et ceux que je ne connais même pas, viendront encore nous informer. Alors ce que je retiens de Jean-Pierre Dupont, c'est du pur jus. Et ce que je vais partager avec vous ici, à travers cette publication, c'est que Jean-Pierre Dupont fait partie des Camerounais qui ont décidé de parler encore du vivant de Paul Biya, comme le faisait hier Charles Tebeyine, comme le fait aujourd'hui Morgan Palmer, et comme le fait Jean-Pierre Dupont. Mais quand Paul Biya ne sera plus de ce monde, ce sera des films, ce sera des documentaires, des mémoires, des tomes et des tomes de livres que les gens vont écrire dans la vie de Paul Biya. Des choses que nous ne connaissons pas, parce que beaucoup d'entre vous veulent voir leurs enfants grandir, mais malheureusement, ils voient leurs enfants mourir alors qu'ils sont encore eux-mêmes vivants. Parce que ce que vous allez écouter, c'est du pur jus. Le gars est tellement calme, posé, personne n'écrit sur l'autre. Les explications sont nettes, claires et précises, vraies ou fausses.
le courage de les dire donne envie de les suivre. J'ai été très content de ces deux fils de la République du Cameroun, de leur courage, de leur temps, de l'amour qu'ils ont pour le Cameroun et pour le patriotisme. Un Français soutenu. Les mots ont leur place. Les événements sont datés. Il y a des références. Vous avez envie de les écouter. Et quand la vidéo est terminée, je dis, oh shit, oh, sorry. Je dis que c'est pas possible. Je n'ai pas vu le temps passer. Je vais vous inviter, mes chers compatriotes, à réécouter. Ceux qui ne sont pas abonnés sur cette page de Morgan Palmer, d'aller vous abonner. Ceux qui n'ont pas vu cette émission, je vous ouvre ici l'occasion de la revoir sur cette plateforme. Et je remercie d'ailleurs d'avoir donné l'autorisation ici qu'on publie parce que bon voilà, vous savez, certaines personnes sont un peu compliquées avec la publication. Moi, mes publications sont ouvertes, je les vois un peu partout, parfois coupées. Non, ça fait toujours plaisir, même si certains les exploitent pas comme il fallait, il faut les exploiter, mais ça fait toujours plaisir de voir ces publications reprises. Mais je remercie Morgan Palmer de nous avoir autorisé de reprendre cette production ici, et avec toutes celles de ceux qui nous font l'honneur de nous suivre. Je vous invite donc, mes chers compatriotes, à écouter cette production de Morgan Palmer. Écoutez et regardez. Bienvenue à tous. Brainstorming aujourd'hui est en immersion totale dans la présidentielle camerounaise. Le fondateur du Fonds patriotique camerounais, Jean-Pierre Dupont, est notre invité. Bonjour Jean-Pierre Dupont. Bonjour. Alors vous êtes reconnu comme une véritable encyclopédie vivante, vous êtes un personnage d'érudition, vous savez tellement de choses, Jean-Pierre, que j'ai envie de commencer par une question provocatrice. Qu'est-ce que vous ne savez pas, Jean-Pierre Dupont? Je vais vous répondre en convoquant une métaphore de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Quand on fait des recherches, on s'aperçoit que l'immensité de ce qu'on ignore n'est rien à côté de ce qu'on croit savoir. Alors en 2018, vous avez sorti des fonds baptismaux, le Fonds patriotique camerounais, avec en toile de fond l'objectif clair de libérer le Cameroun en imposant un rapport de force. Alors ça veut dire quoi concrètement, le rapport de force? Prendre la calache, des roquettes pour faire partir Biya? Pas du tout. J'étais là encore parti sur l'idée d'un grand penseur, Montesquieu, qui disait qu'il y a qu'une plus grande force pour arrêter une autre force. Le rapport de force ici, d'ailleurs, c'est le nom du mouvement que vous évoquez, le Fonds patriotique camerounais, c'est-à-dire que l'ensemble de toutes les forces de changement, personne n'a le monopole en la matière, mais il fallait utiliser les méthodes du pouvoir pour le combattre. Ça peut passer par une insurrection, ça peut passer par une offensive diplomatique pour contrer ces gens-là. Et quand vous parlez des méthodes du pouvoir, vous voyez quoi en toile de fond? La violence? Vous trouvez que c'est un régime violent? Le régime Biya? C'est un régime violent. Il y a des moments où, même quand on est pacifiste, il y a des moments où la violence est nécessaire pour répondre à une violence illégale, illégitime. Alors on va se faire très précis, hein, parce que cet entretien se veut pédagogue pour vous qui nous regardez à la maison. Qu'est-ce que vous reprochez précisément au régime de Paul Biya? Absolument tout. 43 ans après, Biya est arrivé au pouvoir quand j'avais 18 ans. Les gens de ma génération n'avaient jamais connu Kaidio. Ils s'en lassaient un peu. Biya arrive à 49 ans, précédé d'une réputation d'intellectuel, même s'il était comptable du... Une réputation usurpée, à votre avis? Oui et non. Oui, parce que bon, il a quand même, il est licencié en droit public, il a fait l'ancêtre de Sciences Po, on n'avait pas entendu son timbre de voix, donc on l'accueillait avec un préjugé favorable, jusqu'à ce qu'il nous montre qu'il n'était pas digne de cela, et que effectivement, comme vous dites, en partie, c'est une réputation, on va dire... Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre Dupont, pour que les rubans de l'état de grâce se mettent à faner?
L'homme avait bien commencé, je me rappelle, il avait doublé les bourses, il était bien disposé. Quand il arrive en France, à l'époque j'étais étudiant, il fait un discours par rapport aux UP6, il dit voilà, ce parti n'a pas d'existence légale au Cameroun. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui s'en réclament, et s'ils veulent rentrer au Cameroun, ils sont les bienvenus. Mais il y a un décalage entre le discours et les actes. Il est arrivé à faire arrêter Ahidjo, Camerounais. Ahidjo, dont le régime était, on disait du Cameroun que c'était une prison à ciel ouvert. Mais il a réussi le miracle de faire arrêter Ahidjo, Camerounais, parce qu'il a fait pire que lui. Mais en détruisant les fondamentaux de l'état de droit, en détruisant la cohésion nationale, en installant un régime, on va dire, satanique, avec des méthodes que tout le monde décrée. Justement, vous pouvez, pour nos amis qui nous regardent à l'international, qui sont pas toujours très au fait de la situation camerounaise, on en parle beaucoup ces derniers temps. On a vu ça émerger dans le débat public camerounais, des méthodes, mais vraiment ignobles, mais qui sont des pratiques qui ont cours. Vous pouvez nous en toucher un petit mot pour... Tout à fait. Vous avez des gens qui ont pris part à ce système, contre leur gré, parce que il y a des fonctionnaires de police dont les langues se sont déliées depuis. J'ai, y compris dans mon village, des commissaires qui se sont livrés à des actes qu'on ne comprenait toujours pas, jusqu'à ce qu'on comprenne que il y a un livre que je vous recommande, Le Cameroun de Fanny Péjot, où elle fait un témoignage d'Archen Bembe, qui parle de mendication. La mendication, c'est la consommation des organes humains, au fin de recueillir une certaine énergie et la redéployer contre les adversaires politiques. Abel Yinka, qui nous a quittés depuis, dit que Jacques Famine Ndongo leur a dit à Eboloba, devant l'ambassadeur de France, que sans les graireries, sans les marabouts, Paul Biya aurait perdu le pouvoir depuis très longtemps. Et il y a plein de témoignages. On a érigé la sodomie en critère de méritocratie. Cette histoire de sodomie, on en entend beaucoup parler. Vous nous confirmez que c'est vrai, dans la cage des horreurs, c'est une réalité camerounaise. C'est une réalité, d'autant plus que si on remonte aux origines, Biya revient d'études de France en 1962, il avait 9 ans. Il est porteur d'une lettre de recommandation de Louis-Paul Odjoula. Louis-Paul Odjoula a représenté le Cameroun à l'Assemblée nationale en France. Il a été ministre français concomitamment. Mais c'est lui qui a, on va dire, institutionnalisé la pratique de la sodomie comme droit de préemption ou droit de cuissage. Non, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité classique. Pas du tout. C'est-à-dire que si vous êtes martien et vous intéressez au Cameroun, vous allez vous dire que les Camerounais sont, on va dire, homophobes. Pas du tout. Chacun a le droit de pratiquer son mode de sexualité du moment où c'est son initiative. Mais ceux qui pratiquent ça au Cameroun, d'abord, ne sont pas des homosexuels. Ils le font pour soumettre des gens, pour humilier des pères de famille, pour les tenir au cas où ils venaient à manifester des velléités d'indépendance. Partout au Cameroun, ça s'est fait. Il y a des témoignages qui nous parviennent, des pères de famille, avant de les nommer ministres, on les passe à la casserole, c'est filmé, c'est une monnaie de chantage et on les tient avec. Donc, hommes et femmes. Indiscriminément. Chez moi, dans le Grand Nord, il y a des gens qui se sont suicidés. Certains sont allés en exil parce qu'on les prend... on prend le type avec sa femme, souvent avec des enfants, tout ça c'est filmé. C'est pour ça quand des gens disent, voilà, le Grand Nord, on en parle comme si c'était une personne monolithique. Les élites là-bas ont mis les populations au service du pouvoir pour leur propre profit. Alors, c'est assez bizarre ce que vous dites, Jean-Pierre Dupont, même si c'est un discours qu'on entend émerger de plus en plus dans l'espace discursif public. Mais comment se fait-il qu'après 4 décennies de toutes ces horreurs, que ce pouvoir de Yaoundé garde encore des soutiens? N'est-ce pas la preuve que leur bilan n'est pas si anorexique que le laisse entendre la contestation? Je vais vous renvoyer à ce qui s'est passé au Zaïre sous Mobutu. D'abord, au passage, il faut dire que Mobutu, c'est le mentor politique de Paul Biya. Vous voyez l'emblème du RDPC. C'est la flamme. Mais regardez
le drapeau du Zaïre, c'est la flamme. Ascendance intellectuelle, au sens métaphysique du terme. C'est-à-dire Paul Biya arrive au pouvoir en 82, Mobutu est arrivé au pouvoir en 65. Les deux emblèmes, et du RDPC et du drapeau du Zaïre, ont séjourné dans la matrice d'un sorcier en Égypte. Mais celui-ci leur avait prévu de fin. Il a dit, l'un d'entre vous sera mort à l'étranger, il va y être enterré. L'autre va mourir dans son pays, il va y être enterré et sa tombe sera saccagée. Donc Biya s'inspire de Mobutu, mais Mobutu lui avait dit, pour durer au pouvoir, le critère de sélection n'est pas celui de la méritocratie, mais de la dévotion. Il faut détruire le pays, détruire les infrastructures et que les gens dépendent de vous. Tuer l'émergence des classes moyennes, voilà, pour qu'on soit une polarisation, minorités qui concentrent, qui font la captation primitive du capital, tout à fait, et une grande majorité dans la paupérisation. Dans la paupérisation. Quand vous voyez l'état des infrastructures au Cameroun, vous ne pouvez pas vous déplacer de Fumban ou de Bafoussam pour aller manifester à Douala. Vous avez des problèmes de survie immédiats. Alors, Jean-Pierre Dupont, ça fait des années qu'on vous observe, on observe votre engagement. Votre résistance, à un moment, a semblé se métastaser. On vous a même vu tendre la main à d'autres leaders, d'autres figures de la contestation camerounaise. Pourtant, cette dynamique n'a pas fait florès. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a commencé en 2019, au moment où le professeur Kamto était embastillé. Il y a eu une manifestation, je crois, en janvier 2019, après l'élection présidentielle d'octobre 2018. Et à l'époque, j'étais voisin de Boris Johnson, qui était alors ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Il m'avait soufflé la petite idée de faire une investiture symbolique pour entamer un rapport de force, une négociation à l'international où il reconnaîtrait. Mais certains ont mal pris ça. Mais je me suis très vite aperçu que nous n'avions pas les mêmes objectifs, d'où l'idée de la création du Front patriotique camerounais, en impliquant les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas dans le système. Mais au-delà de cela, j'avais Madame Zouma, ex-Madame Zouma, qui était à la Commission africaine, que j'ai eu ensuite comme professeur, et qui m'avait alerté sur le cas de Akeremouna. Et donc j'avais porté l'affaire publiquement, ça m'avait valu d'être vilipendié, j'ai dû présenter des excuses pour ne pas faire des vagues, mais ça revient. Oui, justement, vous faites bien d'exhumer ce pan de votre histoire. On vous a vu dans une démarche complètement originale, présenter vos excuses après avoir fait une analyse publique qui était contestée à l'époque. Tout à fait. Mais l'histoire aujourd'hui est en train de vous donner raison, quoi, avec du temps. Mais oui, parce que il a commencé quelque chose au Conseil constitutionnel. J'avais prévenu. Juste pour les téléspectateurs qui regardent, pour qu'ils comprennent très bien, vous pouvez recontextualiser la fin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est candidat à l'élection présidentielle et après qu'on ait écarté le professeur Kamto, il demande au Conseil constitutionnel d'écarter la candidature de Paul Biya. Et moi, j'ai dit c'était une manœuvre pour légitimer ce régime, pour légitimer ce Conseil constitutionnel qui est bourré des militants et miliciens du RDPC. C'est-à-dire, si vous regardez l'affaire innocemment, de prime abord, c'est comme s'il contestait, mais en fait, il ne conteste pas. Il est complice du système. Et évidemment, on allait rejeter. Vous pensez bien que le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel est militant du parti au pouvoir, dont la femme est députée du RDPC, qui a été tirée à la retraite, ne va pas venir donner tort à Paul Biya. Tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes sur Brainstorming aujourd'hui, immersion totale dans la présidentielle camerounaise. Nous accueillons sur ce plateau Jean-Pierre Dupont, c'est le fondateur du Front patriotique camerounais. Jean-Pierre Dupont, vous évoquez un certain nombre de questions qui ont un lien avec la question que je vais vous poser. Pourquoi, selon vous, les Camerounais n'arrivent-ils pas à faire foule pour défendre des causes communes? Mais la situation au Cameroun est différente des pays comme le Niger, Mali, on va même dire Sénégal. Vous savez, il y a des pays dont on parle de la malédiction du pétrole. Dans le cas du Cameroun, on va parler de la malédiction de l'autosuffisance alimentaire.
Les Camerounais n'ont pas faim. Ils ne sont pas désespérés. Et vous avez des Camerounais qui ont investi, des gens qui ont des immeubles, qui ont des maîtresses. Ils vont pas laisser tout ce confort pour aller risquer leur vie à faire des manifestations. C'est un ami journaliste qui me disait que les Camerounais veulent tous aller au paradis, mais personne ne veut passer par la case mort. Parce que même avec le Fils de Dieu, on a vu, pour ressusciter, il fallait passer par la mort. Et au Cameroun, on veut que des gens fassent la révolution à la place du peuple. Alors c'est le peuple qui fera le changement. Toutes les pétitions aux Nations Unies, à la Commission européenne, ça servait à rien. Parce que si vous étudiez les histoires de révolution, aucun peuple n'a jamais été sauvé par un autre peuple. Depuis la Révolution française, en passant par ce qui s'est passé en Iran, même plus près de nous au Burkina, etc., l'initiative doit revenir au peuple. Donc vous dites l'arme imparable, c'est un coup de famine sur les populations camerounaises pour leur donner un coup de boost. Tout à fait, parce que là, ils auraient des choses à ne pas perdre. Mais tant qu'ils ont des choses à perdre, je pense à ceux qui ont des immeubles. Vous pensez bien qu'on ne construit pas un immeuble pour aller se donner la mort ensuite. Voilà, ils sont confort, il y a le confort matériel. Mais en dehors de cela, il faut un projet commun. Mais on a l'impression que les Camerounais ne regardent pas tous dans la même direction. Et tant que ça sera comme ça, le pouvoir va entrer dans ces failles et il va les opposer. C'est-à-dire, on a un phénomène, le Cameroun est le seul pays au monde où il existe une opposition à l'opposition. D'accord. Ben, peut-être parce que l'opposition est l'émanation du pouvoir en place, du système en place. Tout à fait. On entend dire. Alors, vous avez consacré une grande partie de votre énergie à soutenir le MRC. Pourquoi ce choix ? Affinité idéologique, calcul politique ou tout simplement parce que vous considérez que c'était le seul capable de porter une alternative crédible? Oui, mais il faut faire une nuance, un distinguo entre le MRC et Maurice Kamto. Donc moi, j'ai toujours soutenu Maurice Kamto. D'accord. Rien à voir avec son MRC. Je vous fais le parallèle, vous vivez en France, François Mitterrand a été élu sous la casquette du Parti Socialiste. Mais il y avait des gens, des bourgeois comme Pierre Berger, qui le soutenaient, lui, pas le Parti Socialiste. Donc c'est pour ça que dans certains systèmes, vous avez un président qui est porté au pouvoir par un parti, mais il existe tout à côté quelque chose qui s'appelle la majorité présidentielle. Alors moi, je soutenais Kamto, je le soutiens toujours d'ailleurs, parce que, à mes yeux, c'est l'élément déclencheur de la prise de conscience. Vous voyez, il est parti au Manidem. Nous avons continué à le supporter, parce que sa candidature était portée au Manidem, sans pour autant supporter le Manidem. Donc pas vraiment le MRC, mais Maurice Kamto, parce que je me reconnaissais dans son projet de société. Alors, chaque fois qu'on prononce le mot horreur, le nom de Cameroun résonne en écho. Jean-Pierre Dupont, vous qui êtes décrit comme un puits de science, quelqu'un qui avait une vraie érudition, est-ce que vous pouvez nous dire sans diplomatie quel sombre pacte le Cameroun a dû signer pour le plonger dans son misérabilisme actuel? D'abord, retournons aux fondamentaux. Je vous disais ça en entame. On a eu au Cameroun Louis-Paul Oudjoula, le colon le plus nuisible du Cameroun. Il a été le parrain d'Aïdjo, il a été le parrain d'André Marimbila, et c'est lui, Paul Biya, c'est lui qui a créé le BDC en 1951. Qu'est-ce que vous mettez dans parrain? Parrain, c'est la soumission par la sodomie. D'accord. Et ce pacte a continué entre Aïdjo et Biya. Parce que personne ne comprend que Aïdjo, Jacques Foccart le dit dans ses mémoires, il dit Aïdjo qui connaissait les hommes, on s'était dit qu'il avait nommé Paul Biya à ce poste parce que c'était quelqu'un de très peu d'envergure et qu'au moment de véritablement organiser sa succession, il trouverait quelqu'un. Il dit, je m'étais trompé. Même la femme d'Aïdjo ne comprend pas. Mais le problème, c'est que Aïdjo et Paul Biya ont eu un pacte sur un acte homosexuel. Voilà. Biya n'était pas le meilleur. Il y avait des gens comme Samuel Ebois, Aïssifo de Vitor, plein d'autres personnes. Mais lui, parce qu'Aïdjo s'est trompé de lecture. Aïdjo l'a dit. Aïdjo pensait qu'il était politiquement vierge. Paul Biya a fait l'âne pour brouter le foin. Mais il était soumis. Mais Madame Aïdjo n'aimait pas particulièrement Biya parce qu'elle estimait que Aïdjo
couché avec Jean-Irène Biya et que Biya ne protestait pas. Et pourquoi protestait-il pas? Ben parce que lui calculait autre chose. D'abord le rapport de force. Ça se passait comme ça à l'époque. Donc Ahidjo avait fait de Jean-Irène Biya, donc la première femme de Biya. De Biya, oui. Sa concubine, sa compagne, je sais pas comment. Elle n'était pas la seule. Rappelez-vous de Delphine Changa, qui était la toute première femme ministre au Cameroun. Je crois qu'elle était ministre des Affaires sociales. Ahidjo sortait avec elle, mais il avait interdit au mari de celle-ci de divorcer. C'était le cas pour Paul Biya aussi. C'était pour Biya, il voulait divorcer en 68. C'est Ahidjo qui lui met le pied à l'étrier à l'hôtel Intercontinental. C'est lui qui dit, voilà, prenez un mois, l'hôtel Intercontinental est payé. C'est depuis cette période où Biya a pris ses habitudes dans cet établissement. Donc le pacte est né là, mais c'est un héritage colonial. Lui, Paul Odjoula qui avait passé tout le monde à la casserole, excepté André-Marie Mbida et Maï Matip. Voilà. Donc, la malédiction vient de cette époque. Et c'est pour ça qu'il faut un système d'épuration. Parce que si vous faites une élection comme ils veulent la faire, admettons que Maurice Kamto gagne, mais ça change rien à l'affaire. Parce que c'est le système qu'il faut défaire. Ils ont installé au Cameroun ce qu'on appelle ici l'ancien régime, qui a été honni ici, mais qui a été transposé au Cameroun dans tous les domaines, l'éducation, la religion, le système d'administration, etc. Alors, à l'image de l'empereur Claude, manipulé par Agrippine, hein, là nous parlons des derniers jours de Rome, tout à fait. Paul Biya semble cerné par un aréopage de gens, un cercle d'influence où Chantal Biya jouerait un rôle clé. Qu'est-ce que vous en pensez? Chantal Biya est dans le rôle d'Agrippine. Agrippine la fille, par distinction à Agrippine l'aînée, parce que vous parlez de l'empereur Claude, mais l'empereur Claude était l'oncle d'Agrippine. Il était marié en premières noces, il a perdu sa femme, de qui il a eu 2 enfants, Octavie et Britannicus. Agrippine arrive à marier son fils bâtard Néron à Octavia, qui normalement est sa sœur. Elle va mettre en avant son fils Néron, qui va tuer Britannicus, et on est dans le même cas, parce que quand les gens entendent parler de Franck, on pense à Franck Biya. Non, Chantal, elle veut pousser son fils, issu du premier lit, il s'appelle Franck X, on le voit dans toutes les photos. Là, on vient de le prendre dans le conseil d'administration de Trades, il me semble. Elle veut le pousser à prendre la suite, en lieu et place du fils légitime. C'est-à-dire, nous sommes en plein dans la tragédie de Racine. D'accord. Alors, est-ce que nous sommes face à une prise du pouvoir silencieuse orchestrée par la première dame du Cameroun, comme on l'entend dire? Mais c'est une évidence. Paul Biya a été réélu soi-disant en octobre 2018, mais dès 2019, on va assister à un passage de pouvoir, parce qu'il faut pas mélanger. Il y a certes ce qu'on appelle la délégation des signatures, mais il n'existe pas de délégation de pouvoir, parce que nous touchons aux aspects de souveraineté. Quand un peuple vous a élu, si vous n'exercez plus, vous démissionnez ou vous refaites des élections pour renouveler la légitimité. Mais nous sommes face à un imposteur, Ferdinand Ngongo, faux cousin, mais vrai amant de la première dame, qui exerce des pouvoirs de façon indue au nom des hautes instructions qui n'en sont pas. Donc nous sommes là-dedans, nous sommes dans le flou absolu, mais dans l'imposture. Alors pour vous qui êtes un bon connaisseur des affaires politiques africaines, vous pensez que ce sera quoi l'épilogue de ce que vous nous décrivez? L'épilogue, ça sera hélas la guerre civile. L'armée ne peut pas se mêler parce que le cas au Cameroun, la configuration n'est pas la même qu'ailleurs. L'armée au Cameroun est compartimentée. Vous avez l'armée régulière qui compte 42 000 hommes, mal formés, mal équipés, sous-payés, etc. Vous avez de l'autre côté la garde prétorienne du dictateur qui est scindée en 3. Vous avez la GP, garde présidentielle, à la tête de laquelle vous avez le neveu du dictateur. Là, récemment, Ngongo a essayé de le dégommer en le nommant, proposant d'être de général, ce que le dictateur a biffé, parce qu'il comprend très bien que si son neveu devient général, il n'est plus à la tête des troupes, donc lui-même devient vulnérable. Vous avez l'autre aspect
qui est le BI, mais à la tête du BI, vous avez un Israélien qui est Ami Yangongo, le président s'en méfie, et puis il y a la DSP. Donc vous avez là 3 unités. Donc ce qui va se passer, s'il y a un conflit entre l'armée régulière et la garde prétorienne du dictateur, en moins d'une semaine, l'armée régulière est défaite. Donc l'armée au Cameroun ne peut pas prendre le pouvoir, mais si le peuple prend l'initiative d'une insurrection populaire, l'armée peut en ce moment-là se mêler de la danse. Mais ce qui va se passer sur le long terme, nous risquons de connaître une guerre civile au Cameroun. Et comment vous pensez toute la période d'octobre à venir? On parle il y a dans 3 semaines. Vous pensez que les choses se passeront comment, Jean-Pierre Dupont? Les choses vont se passer que le dictateur, il sera réélu. Parce que là, Kamto écarté, tous les autres candidats, ce sont des faux-nés du RDPC. Il sera vraisemblablement réélu, on va récompenser les uns et les autres avec des portefeuilles, mais la rue va gronder. Les nouvelles qui nous parviennent, il y a des Camerounais qui n'entendent pas ça de cette oreille. Donc, on a des très mauvais jours devant nous. On avait pensé que s'ils avaient laissé prospérer la candidature de Kamto, même si à l'arrivée on l'écartait, en trichant, ça aurait calmé les gens. Voilà, ça aurait donné l'impression de prendre tout le monde en compte. Mais là, il y a des gens qui veulent en découdre. Oui, parce que la démocratie n'a pas été inclusive, ce qui est complètement en contresens. D'où l'idée de votre fonds patriotique camerounais. Tout à fait. Je pense que plus que jamais, elle fait sens. Ben oui, le fonds patriotique, c'est un fonds inclusif qui accueille tous les Camerounais de bonne volonté, tous les Camerounais qui veulent, pour ceux de ma génération, léguer le Cameroun à la nouvelle, à la postérité, dans un état meilleur qu'on l'ait reçu de nos anciens. Et ils sont nombreux, on ne sait pas la forme que ça prendra, mais toujours est-il que il y a des Camerounais qui n'acceptent pas la forfaiture. Jean-Pierre Dupont, vous êtes notre invité aujourd'hui, le fondateur du Fonds patriotique camerounais. Vous êtes un vrai connaisseur des affaires africaines. Est-ce que vous connaissez un peu le Bénin? Oui, c'est un pays où j'ai pas mal d'amis. C'est un pays historique, eu égard à son passé esclavagiste. Ensuite, c'est un pays d'intellectuels. Ils ont ouvert le bal au moment des fameuses conférences nationales souveraines, en faisant la leçon à l'Afrique. Parce qu'on avait un dictateur comme Kérékou, qui a fait son mea culpa, il est revenu démocratiquement. Et comment on peut décrypter ça? Comment on peut comprendre ça? On peut décrypter qu'il faut faire une nuance entre les individus et le système. Lui, il est venu au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, dans un contexte de guerre froide, et ensuite, le temps a passé, il a prêté l'oreille aux revendications des siens. Il a demandé pardon publiquement, il s'est retiré, il a organisé des élections auxquelles il n'était pas candidat, et ensuite, le mandat d'après, il a tout à fait été élu démocratiquement. Alors, si je vous parle du Bénin, c'est pas tout à fait par hasard. Aujourd'hui, c'est un pays qui connaît une métamorphose extraordinaire sous l'impulsion d'un président autodidacte, Patrice Talon, là où ses prédécesseurs, pourtant bardés de diplômes, ont souvent échoué. Comment vous comprenez cet épisode de la vie béninoise? Déjà, je vous ai parlé de la conférence nationale. Donc, ils avaient déjà dans les gènes une disposition, on va dire quoi, la transparence. Dans le cas de Patrice Talon, c'est un homme d'affaires avisé. Et dans sa façon de faire des affaires, je l'ai connu au Sénégal où il avait des intérêts dans le coton. Mais quand vous lui parlez en privé, vous sentez quelqu'un, un patriote dans l'âme. C'est pas forcément les diplômes. Les diplômes, c'est une chose. Mais gouverner un pays, il faut avoir une vision de la société. Il faut avoir un projet de société. Et les échos qui nous parviennent, Cotonou n'a rien à envier à Paris sur le plan de la propriété, sur le plan de la transparence, de la gouvernance, etc. Mais c'est une volonté politique.
c'est la volonté. C'est ça la distinction. Mais il y a un aspect de désintéressement. Voilà. Je pense que le cas du Bénin doit faire école. Il faut même voir le successeur, le dauphin qui s'est choisi, qui a été reconnu un des ministres des Finances. On va en parler tout à l'heure. Justement, dans le même sillage que le Bénin, vous avez la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, vous avez le Sénégal, qui eux aussi ont connu une transformation significative, portée donc par le génie visionnaire de leurs dirigeants. On évoque souvent le pacte colonial pour le statu quo, vous en parliez tout à l'heure, des anciennes colonies. Pourquoi on a l'impression que ce pacte n'est observé qu'au Cameroun? Pourquoi ça bouge ailleurs et pas du tout au Cameroun? Bon, le Cameroun, c'est un cas particulier. D'abord, en raison de son passé colonial. Le Cameroun était un protectorat allemand, puis colonie allemande. Parce que les Camerounais aiment dire qu'ils n'ont jamais été une colonie. Ils l'ont été. C'est-à-dire que le protectorat, c'est 1884-1900. À partir de 1900, le Cameroun est gouverné effectivement comme une colonie. Parce que le protectorat, c'est indirect rule, etc. Mais bref, on a ensuite eu le condominium entre la France et la Grande-Bretagne, l'histoire mouvementée. Et est-ce qu'on peut comparer ça à la Côte d'Ivoire, qui est le pays qui nous ressemble le plus sur certains plans? C'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire était une colonie française, je crois que c'est 1893, mais ensuite, Houphouët-Boigny a fait la part belle aux étrangers. Dans plusieurs domaines, ça a donné Alassane Ouattara, parce qu'à un moment, il était en délicatesse avec ses compatriotes. Lui-même en délicatesse avec les institutions de Bretton Woods, parce que dès 1987, il était en rupture de banc. On fait donc venir Alassane Ouattara. Quand il arrive en Côte d'Ivoire en 90, il est inconnu de 50 Ivoiriens. Donc, il est là, vous avez vu ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo. Bon, il a fait sur le plan économique, mais c'est une cocotte minute. C'est-à-dire que ça peut exploser à nouveau. Avec les gens qui l'écartent, il a quand même le culot d'écarter le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Voilà, et de lui contester sa nationalité. Et justement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette... Je pense qu'il joue avec du feu. Quand on connaît la Côte d'Ivoire, les Baoulés ne sont pas très expressifs comme les Bétés, enfin les Akans d'une façon générale, mais nous sommes là dans quelque chose qui peut se transformer en guerre civile. Parce qu'Alassane Ouattara, oui, il a pour lui ses succès économiques apparents, je dis bien apparents. Il y a des croissances là-bas à 2 chiffres, mais est-ce que ça profite à la ménagère? Est-ce que ça profite à l'Ivoirien normal, lambda? Pas du tout. Il y a beaucoup de mécontentement. Il a écarté tous ses rivaux, Laurent Gbagbo, qui a lu seul Tidjane Thiam, même Soro Guillaume, même s'il n'est pas des mêmes références, mais il représente quelque chose. Même Blé Goudé, tous ces gens sont écartés. Donc, on est là en face de quelque chose qui peut être très, très explosif. Alors, Jean-Pierre Dupont s'achemine vers la fin de cet entretien. Il y a un exercice auquel on se livre souvent avec la rédaction de Brainstorming. C'est un exercice où la rédaction a la main. Donc, on va se tourner vers nos amis de la technique. On va vous projeter un certain nombre de photos. Et puis, ensemble, vous me direz qu'est-ce que vous inspire ces figures. Volontiers. Alors, Patrice Talon. Patrice Talon... excellent, un homme qui risque d'avoir le prix Nobel de la paix. Au début, j'ai questionné certaines de ses actions, notamment lorsqu'il est entré en conflit avec son prédécesseur. Yahi Boni. Voilà, Yahi Boni, mais je pense qu'il s'est fait violence en faisant venir des étrangers les meilleurs et en pensant à l'avenir. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui sortira par la grande porte de l'histoire. C'est l'étoile noire pour la rédaction de Brainstorming. Voilà. Patrick Talon, l'étoile noire, un homme d'exception. Voilà comment il est qualifié par la rédaction de Brainstorming. Alors, tout de suite, sans plus tarder, on va à l'image, on a remis
Ouadani, le ministre des Finances du Bénin actuel, vous le connaissez? Oui, je pense que c'est un homme d'avenir. C'est un travailleur, un homme honnête et un homme humble. Et je pense qu'il a des prédispositions d'un rassembleur. Il fait preuve de beaucoup d'humilité et l'Afrique a besoin de ça. On n'a pas besoin des premiers de la classe. Même quand on l'est, il faut... lui, il a une attitude de conciliateur. Donc, c'est quelqu'un qui est jeune, il a de l'avenir. Il a de l'avenir. Alors, là, vous avez Bello Bouba et Issa Tiroma, deux anciens ministres du gouvernement de Biya qui ont démissionné il y a 2-3 mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de cette démission? Laquelle de ces deux hirondelles, à votre avis, fera le printemps? Ce sont des hommes du passé et des loups passifs. Sur beaucoup de plans, Bouba Bello Margari, c'était le tout premier ministre de Paul Biya. En 1982. En 1982. Donc depuis 43 ans, il est aux affaires. Oui, avec des interruptions. Lorsque Ahidjo quitte le pouvoir, il est le secrétaire général adjoint de la présidence. Et Ahidjo demande à ce qu'on le nomme Premier ministre pour faire le fameux équilibre Nord-Sud. Un homme président de la République, homme du Sud, Premier ministre, homme du Nord. Et quand il y a eu la brouille entre Ahidjo et son dauphin, il est allé en exil au Nigeria. Mais nous savons que il était en contact avec Biya, qui lui versait 16 millions de francs CFA tous les mois. Il était dans la ville de Kaduna et il espionnait d'autres exilés, les vrais exilés pour le coup. C'est lui qui a donné des informations selon lesquelles il y avait chez Maître le bâtonnier Yondo Black un manifeste appelant à l'instauration de la démocratie. Qui avait valu à l'époque l'arrestation. Tout à fait, parce que le SDF est né en Angleterre en 1987. Moi, j'étais étudiant et j'avais fait la connaissance de quelqu'un qui s'appelait Abel Monkon chez Ndetoumanza. Ndetoumanza était le patron de la branche anglophone de l'UPC, All Cameroon Party. Donc, il hébergeait Abel Monkon, qui a écrit un livre intitulé The Case for the Southern Cameroon, ou alors Président Ouattara de Crime. C'est la Bible qui sert de revendication aux sécessionnistes, parce qu'il explique l'imposture des francophones, c'est-à-dire quand les francophones vont à Fombane, ils savent pertinemment qu'ils ne vont jamais respecter le fédéralisme. Donc c'est lui qui crée le SDF. Et Ndetoumanza à lui, tu peux pas porter le projet parce que tu as une personnalité clivante. Donc on va profiter du malentendu ou alors du ressentiment entre John Frondi et son cousin Achidi Achou, qui va plus tard devenir Premier ministre. Donc on va faire porter le projet à John Frondi. Donc c'est comme ça qu'on fait porter le projet à John Frondi. Mais avant, Maître Yondo Black, parcourant la Constitution, certes, en 1966, Ahidjo avait fondu dans son parti qui s'appelait UC, Union Camerounaise, parti avec lequel il avait gagné les élections du 23 décembre 1956, ce qui lui avait valu d'être vice-premier ministre au Bida. Donc, il va fondre tous les partis dans un truc qui va créer UNC. Mais il ne les interdit pas formellement. Donc, Maître Yondo Black a découvert cela. Et la top a été Bello Bouba. Bello Bouba, qui est au Nigeria, qui est en contact des autres personnes, y compris nous qui étions basés. Donc, lui, il vend là. Mais à l'époque, on ne savait pas qu'il travaillait en sous-main pour Biya. Donc, il donne l'information à Biya. On va fouiller chez Maître Yondo Black. Effectivement, on va trouver ses manuscrits. Ça va valoir des gens comme Anis Ekane, Henri Tekwe, Maître Black lui-même, et beaucoup d'autres d'aller en prison. Voilà. Bouamassok et tout. Tout, voilà. Alors, juste à ses côtés, vous avez Issa Tiroma Bakari. Issa Tiroma, il a eu plusieurs vies et plusieurs parcours. Il a été formé en France, il a passé son bac ici, il a une formation de cheminot, mais il est très cultivé. Donc, quand vous lui parlez, si vous aimez les grands classiques, il va vous en citer à profusion. Alfred de Musset, il aime citer Alfred de Musset, l'homme est un apprenti, la souffrance est son maître, etc. Il parle de lui-même. Parce que quand Ahidjo s'en va, lui, il est cheminot à Douala. On va l'arrêter. Lui n'est pas mêlé à cette histoire. Mais c'est un délit de faciès et de patronyme. Et puis il est des Gawa comme Ahidjo.
pendant qu'il est en prison, Fauchivet le dit dans ses mémoires, parce que quand les putschistes, ils ont réussi le coup, mais ils ont perdu le pouvoir bêtement. On pourra en parler un jour si ça vous intéresse. Ils ont violé les femmes des dignitaires, dont la femme du colonel Assou, pas encore général à l'époque. Et donc, on les arrête, il est en Kondengui, et Fauchivet le raconte, toutes les nuits, le colonel Assou, futur général, va en ville, se bourrer la gueule, et il demande qu'on lui ouvre la cellule des Tiroma, et il lui pisse dans la bouche. Il le fait toutes les nuits. Ah, c'est très violent, ça. Voilà. Au courant, c'est le président Biya qui va arrêter le cirque. Donc, 10 ou 11 années plus tard, il est sorti des prisons, il commence à se remuer, il revendique le rapatriement des restes. C'est un modèle de résilience. Absolument. Oui. Il demande en guise de cheval de bataille de Troie qu'on renvoie le corps d'Aïdjo, les restes d'Aïdjo. Donc, il va entrer au gouvernement en se faisant remarquer comme cela. On va prendre une autre question. Merci pour toutes ces informations riches d'enseignements. On va prendre une autre photo avec la technique. Vous avez Maurice Kamto, ex-président du MRC. Alors, Maurice Kamto, je ne le connaissais pas jusqu'en 2015. J'entendais le nom. Donc, en 2015, il vient à Londres. Moi, je dis, je vais pas. Il y a un garçon que j'avais accueilli à Londres dans les années 90 qui m'invite, je n'y vais pas. Alors, c'est Christian Pendaikoka que j'ai connu au Canada qui me dit, écoute, voilà son programme. Lis quand même et tout. Donc, je trouve le programme très intéressant et je commence à faire des recherches, toujours dans les mémoires de Fauchivet. Fauchivet parle de lui comme étant un génie, alors qu'il est devenu ministre et que Fauchivet n'y vivait plus. Donc je m'intéresse à son discours. Il parle de la forme de l'État, il parle de la multiple nationalité pour la diaspora, ce qui m'intéresse, et je vois qu'il a un discours conciliant. Voilà. Quand il était ministre délégué, moi je ne le connaissais pas, mais je vais découvrir qu'il a joué un rôle dans le dossier Bakassi, etc. Il a un discours nouveau, etc. Donc c'est comme ça que je le découvre, et je trouve que c'est dommage qu'on l'ait écarté de cette façon. Alors on va prendre une autre photo tout de suite. Si la technique le veut bien, nous avons Chantal Pulcher-Ibiya, la première dame actuelle du Cameroun. C'est un personnage très très compliqué. Il y a le facteur âge. D'ailleurs, la question elle est posée. Hein. Dangereuse, intrigante ou femme de l'ombre aimante? Vous direz quoi? Elle est tout ça à la fois, pas femme de l'ombre, parce qu'elle prend beaucoup de lumière et de son fait. Quand dans un siècle, 2 siècles, les historiens se pencheront sur les annales de l'ère Biya, on comprendra que ce qui s'est passé entre elle et Kadhafi, par exemple. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, il y a un sommet à Tripoli. Union africaine, Union européenne. La patronne des Amazones, les femmes qui accompagnent Sarkozy, pardon, Kadhafi, la garde rapprochée de Kadhafi. Voilà. Donc, on va lui remettre une parure de diamants, parce qu'on a donné des cadeaux à toutes les femmes des chefs d'État qui viennent, des délégations. Et la femme, elle s'appelle Mabro, qui s'occupe de ça. Donc, il y a une qui lui dit, mais cette parure est belle. Elle lui dit non, il faut voir celle qu'on a donnée à la femme du chef d'État africain, du Cameroun. Ils sont allés à la tour de contrôle prendre des photos, etc. Donc, on lui donne une parure qui vaut $1 milliard. Il faut lire les proies dans le harem de Kadhafi. C'est Annick Kojon. C'était journaliste au Monde. C'est elle qui écrit ça. Mais elle ne la cite pas. Mais quand on comprend le français, elle dit, c'est la femme d'un chef d'État d'Afrique centrale, toujours en fonction. Elle est remarquable par sa forte crinière et ses tenues endimanchées. Donc on n'a pas besoin d'un dessin. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le soir du banquet, la dame lui dit, le guide aimerait vous voir demain. L'avion du président partait ce matin-là. Donc on vient la chercher à 9h.
Biya est à l'aéroport. Vous pouvez voir ça sur YouTube, parce qu'à l'époque, le journal Le Monde sort un journal où on parle des biens mal acquis et on dit que Biya aurait acheté une maison en France. Et il se plaint à l'aéroport. Il est assis à côté d'Abdoulaye Wade et à côté du président équato-guinéen. Il dit, mais ces journalistes, ils ne vérifient même pas avant d'écrire. Donc, il est à l'aéroport, 9h, sa femme n'est pas là, 10h n'est pas là, et ça mène à 13h15, avec la fermeture éclair de sa jupe déchirée. Voilà. Donc, elle était chez le guide. Mieux encore, je vous recommande un autre ouvrage, ça s'appelle La garçonnière de la République, Émilie Larnaise. Elle est journaliste au Point. Elle en parle au détour de l'affaire Sarkozy. D'accord. Donc, les services secrets israéliens font un rapport à Sarkozy avec les images d'elle et de Kadhafi. Les images de Chantal Biya. Voilà, et de Kadhafi. Et des images comment des images intimes. Des images intimes. Voilà. Sarkozy regarde, il tourne la page, il y a aussi son cas à lui. D'accord. Voilà, il y a son cas à lui. C'est comme ça qu'il voit qu'on dit que Sarkozy a agressé Cécilia, mais bref, c'est lors de la libération des otages bulgares, les infirmières bulgares, etc. C'est ça qui va causer le départ de Kadhafi, mais lui, il apprend ça incidemment au détour de l'histoire de Chantal et de Kadhafi. On va regarder une dernière photo. C'est Luc Atropos, c'est le maire de Cotonou. Oui. Une valeur sûre. Une valeur sûre, bon, on va dire quoi, il a joué de malchance, parce que idéalement, il aurait été le dauphin, mais il a on va dire quoi, il a une moindre envergure que le ministre des Finances. Apparemment, il souffrirait de problèmes de santé, c'est ce qui s'est dit, voilà. Mais c'est un excellent maire. C'est un excellent maire. Jean-Pierre Dupont, vous étiez notre invité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chose que vous auriez souhaité dire que vous n'avez pas dit? J'aurais souhaité parler à la jeunesse camerounaise. Face caméra, nous vous donnons cette opportunité. Voilà. Le Cameroun, 66% de la population du Cameroun a moins de 25 ans. Les jeunes Camerounais, quand on les prend individuellement, chacun dans son domaine, sont pétris de talent. Donc il faut penser à l'avenir et refuser les compromissions. Les compromissions pour une facilité immédiate. Donc pensez à votre avenir, mais sachez que ce n'est pas désespéré. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Un Cameroun meilleur est possible. Mais pour cela, prenez en main vos destins et vos responsabilités. Jean-Pierre Dupont, merci. Je vous en prie. Vous étiez l'invité de Brainstorming qui aujourd'hui a fait une immersion totale au cœur de la présidentielle camerounaise. On se retrouve très bientôt. Waouh! Je suis convaincu que certains d'entre vous ont été aussi surpris par la fin de cette publication. Vous aurez aimé qu'elle soit de 2 heures. Là, vous ne voyez pas le temps passer. Là, on ne parle pas des sextapes. Là, on ne parle pas des clashs. On ne parle pas des cancans. On vous parle de l'histoire de notre pays et des événements qui accompagnent notre pays, ces histoires-là. Je dis, j'ai tellement appris. Je me pose la question, notre première dame qui couchait, notre ancienne première dame qui couchait avec Amadou Ahidjo, Jeanne-Irène Biya, qui couchait avec Amadou Ahidjo, et Madame Amadou Ahidjo qui était au courant, Chantal Biya, qui a eu une relation, avec Monsieur Kadhafi, vrai ou faux, ces informations-là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette société? Mais cette information nous enseigne notre société camerounaise, ce qui se passe en ce moment. Des petites filles, les dépravations sexuelles, des enfants de 14 ans, de 9 ans, de 10 ans. Ça nous explique ce qui se passe au palais. Les homosexuels. Je vous avais parlé ici de la belle famille de Cléopas. Cléopas
c'est l'intendant adjoint au palais présidentiel. Sa femme, qui est une fille qui a été élevée aussi par Chantal Biya, était réservée pour Junior Biya, l'un des fils de Paul Biya. Bon, vous savez que le fils de Paul Biya s'est marié, comme il se masturbe beaucoup, il a donc épousé Elisabeth Savon. C'est-à-dire que le savon, il utilise beaucoup le savon pour se masturber. On a donc surnommé son épouse Elisabeth Savon, parce qu'il se masturbe toujours avec le savon. Donc, la femme de Cléopas, Chantal Biya avait réservé cette femme-là qu'elle devait épouser Junior. Malheureusement, Junior n'aime ni les garçons ni les femmes, sauf s'il a commencé hier, mais il se masturbe. Donc, la belle famille de Cléopas, toute la belle famille, commençant par la mère de sa femme, sont tous des homosexuels, des sodomifiants. Ils travaillent tous au palais. Chantal Biya le sait. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ont été recrutés. Vous comprenez que quand le compatriote Jean-Pierre Dupont ramène ça en disant que le mode opératoire pour être recruté, la plupart, vous êtes filmés, vous faites le sodomifiant, on vous filme, on garde pour faire le chantage par la suite. Si vous essayez un peu de sortir du lot, on te balance. Et c'est vrai. Je vous dis ça ici depuis des décennies. Je croyais que j'étais le seul à le savoir. Et quand vous apprenez également que un général qu'on appelait Moustache, ça c'était son petit nom, quand j'étais dans l'armée, le général Soimane, qui allait faire ouvrir la prison pour faire pipi dans la bouche d'un homme politique que vous connaissez, comme vous avez suivi là. C'est des révélations terribles dans notre pays. Et vous allez, j'avais rencontré aussi un autre aîné, ce que je veux dire est sale, mais je suis obligé de vous le dire comme ça, André Tungi. André Tungi qui pratiquait la scatophilie, qui veut que ce qui se passait avec les filles là-bas, dans les pays des Émirats arabes, là, le porte-à-porte au porte-à-porte là-bas, André Tungi faisait déjà ça au Cameroun, aux jeunes filles, la scatophilie. Je vous dis ce que vous connaissez là, je ne vais pas prononcer les noms ici parce que certainement certains d'entre vous sont à table. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Et quand vous avez appris l'affaire de Martin Bellinga et Boutou, avec le jeune Njomo Pokam défenestré après avoir été sodomisé, ce ne sont pas des histoires en l'air à l'air. Ce sont des histoires réelles. Ce ne sont pas des histoires en l'air à l'air. Ce sont des histoires réelles qui se sont passées dans notre pays. Quand on vous parlait du monsieur qui d'ailleurs perd son âme, il est mort, qu'on appelait le serpentologue. Il allait avec des femmes et des jeunes filles quand elles étaient en période du mois. C'est-à-dire que lui, il se nourrissait en ce moment-là de ce nettoyage du corps. C'est-à-dire que quand il pleut aux Pays-Bas, lui recueille donc cette eau-là qui régule le corps de chaque femme chaque mois. Il y a tellement d'histoires dans ce pays que ça n'a pas encore commencé. J'étais tellement fier d'écouter Jean-Pierre Dupont dans cette publication de Morgan Palmer que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est la première fois de toute ma vie de fils de la République indigné que je reprends comme ça toute une émission d'un compatriote et que je m'y retrouve là-dedans et je partage avec vous. Je vous en prie, régulièrement, allez suivre ce compatriote. Et j'invite Morgan Palmer vraiment à nous chercher encore des historiens de chez nous qui ont des histoires, parce que les Camerounais doivent connaître l'histoire de leur pays. Ce qui se passe dans ce pays-là. Les parents qui deviennent des homosexuels, pas parce qu'ils le sont vraiment, à part du gain, le pouvoir, l'argent. Les papas qui portent des couches en plein jour, 70 ans, ils se portent des couches. Et dans des maisons de certains parents au Cameroun, ils ont des chambres différentes. Hein. Il y a des chambres où la femme n'entre pas. Où le ministre reçoit les hommes. La femme ne doit pas entrer là-dedans. Et cette femme-là aussi, elle fait l'objet, de ces choses-là. Objet sexuel. Ce que je vais vous dire là, je ne sais pas où c'est vrai, à quel niveau c'est vrai. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je rencontre une personnalité. On discute longuement. Là, nous étions à Paris. Nous avons parlé très très longuement.
il me fait comprendre que des gens qui sont en prison, parmi les ministres qui sont en prison, Paul Biya avait fait venir l'un des ministres en prison et qui avait eu les relations avec sa femme devant lui. Je ne peux pas vous dire à quel niveau c'est vrai, à quel niveau ce n'est pas vrai. Mais il m'a donné le nom de ce ministre-là. Que ça s'est réellement passé. Mais en écoutant Jean-Pierre Dupont, en me rappelant de ce qui s'est passé dans le bureau de Nganou du Messi, je me fais beaucoup de rapprochements. En me souvenant de ce qui s'est passé avec Stéphane Biacha et la femme de l'oncle de Chantal Biya, Madame Bella, que Stéphane Biacha avait récupéré à Yaoundé et est allé coucher avec elle dans la maison de Paul Biya. En me souvenant du comportement de Franck Biya vis-à-vis de son frère, Mvondo-Assam Bolivan, il a pris sa femme, il a demandé à cette femme-là de divorcer. La femme de son propre frère, Mvondo-Assam Bolivan, c'est le frère de Franck Biya. Il demande à sa femme de divorcer son frère. Elle divorce son frère pour épouser Franck Biya dans la même famille, la même maison, le même village, le même pays. Tu te dis que mais il y a un véritable problème. Notre pays a besoin d'être, il faut beaucoup de prières. Pour qu'on sorte de là où nous sommes, il faut beaucoup de prières. Et pour prier pour le Cameroun, il faut d'abord se débarrasser de Paul Biya et sa clique. On ne peut pas élever nos enfants dans un tel système. Xi Jinping, Vladimir Poutine et les autres présidents du monde entier font-ils des patrouilles comme ça pour élever leur pays? Offrent-ils leurs femmes qui deviennent des objets sexuels à d'autres présidents pour développer leur pays? Quand vous voyez la froideur du président chinois, vous pensez qu'il peut permettre un tel comportement avec sa femme? Quand vous regardez la froideur de Poutine, vous pensez qu'il peut permettre un tel comportement? Quand vous regardez le jeune président de la Corée, est-ce que vous pensez qu'il peut autoriser de tels comportements? Des comportements comme ça nous viennent des pervers narcissiques, sexuels, comme des présidents français. C'est de là où viennent ces comportements. De Oudjoula et tout ce que ça comporte. Il faut te donner le pouvoir. Pour cela, il faut t'humilier, il faut te sodomiser. Et maintenant, c'est devenu une règle dans la société. Les journalistes sodomisés, les hommes politiques sodomisés, les intellectuels sodomisés, les artistes sodomisés. Tout le monde doit passer à la casserole. Quand tu ne passes pas par là, on t'élimine. Ou alors on demande à ceux qui sont passés par là de venir t'insulter. Je te pose la question, mais dans quel pays sommes-nous? Nos chefs traditionnels aujourd'hui, la plupart d'entre eux, sont rentrés dans le sodomifiant. Alors j'ai voulu partager cette vidéo avec vous pour vous dire, mes chers compatriotes, battons-nous pour un idéal. Si nous aimons notre pays, battons-nous pour notre pays, pour ses valeurs. Le pays, c'est des valeurs. Le pays, c'est des valeurs. Pour représenter ces valeurs, c'est vous. Et vous comprenez que ça ne dit rien, ni à Chantal Biya, ni à Paul Biya. Quand vous regardez le comportement qui est réservé à Brenda, Brenda vous dit qu'elle est prostituée. Pour sortir avec elle, un homme doit lui donner 20 000 €. Elle vous dit qu'elle va chercher des clients dans des hôtels. Elle prend la voiture la nuit, garde du corps, chauffeur, sécurité, pour aller chercher des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle se drogue, elle est alcoolique. Quand je parlais d'ici aux États-Unis, je parlais ici, je suis allé la rencontrer, voir ce qui ne va pas à Los Angeles. Je suis venu avec des vidéos où cet enfant était abusé, en fait, abusé, elle était sous le contrôle des produits, narcotiques. La drogue, et dans des positions pas possibles. J'ai acheté cette tablette pour que les vidéos ne soient pas publiées. À 15 000 $. Je n'ai jamais demandé qu'on me rembourse cet argent. Je n'ai jamais demandé. Je suis venu informer. J'ai fait parvenir les images. On est allé dire autre chose au président. Que Nouma déteste ta fille. Nouma te déteste et déteste ta femme. Des années plus tard, Dieu, dans sa magnificence, qui vit dans le temps, et ce temps-là a voulu que je sois en vie et que je découvre ce qu'elle-même, je découvre avec vous, parce que je le savais déjà, publiquement, ce que Brenda est devenue. Elle a quitté la 3e division, elle est dans le professionnalisme, où elle passe maintenant à la télévision, pour corroborer les propos de Jean-Pierre Dupont. Elle passe à la télévision et dans les médias français pour dire qu'il faut que son père légalise
l'homosexualité. Et vous voyez le lien. À quel moment dit-elle ça? Regardez le timing. Elle le dit aux Jeux Olympiques en France. Pendant ce temps, son père est exposé, humilié. Ce qu'on appelle, dans des cercles un peu vicieux, le rituel d'humiliation publique. On expose son père sous la pluie avec un plastique sur la tête. Un chef d'État, doublé de chef traditionnel. Chef d'État, doublé de patriarche. Chef traditionnel, on va l'exposer sous la pluie pour observer une scène de sodomifiant, comme vous avez vu. Pendant ce temps, sa fille dit, voilà, mon père, il faut que mon père légalise le sodomifiant. Vous voyez à quel niveau les Français? Alors, c'est des comportements qui ont été imposés à ceux qui ne croient pas en eux. Je vais vous dire des choses. Je ne suis pas un garçon parfait. Je suis un garçon qui a même beaucoup de défauts, plus que tous les Camerounais. Mais je peux vous rassurer une chose. Aucun être humain sur cette terre ne peut me soumettre pour le pouvoir. Personne. Je dis jamais. Sur cette terre des hommes et des femmes. Personne ne me soumettra pour le pouvoir. Je ferai des choses par envie, par plaisir, par passion, par amour et par patriotisme. Pas parce que vous allez m'imposer pour faire de moi un chien qu'on tient comme ça à la laisse. Jamais. On ne dit jamais, jamais, n'est-ce pas? Je dis jamais, je préfère mourir. Je pars. J'ai assez fait. Si Dieu décide de me prendre, il me prendra. Mais pas sous la coupe de ce que on va me tenir parce qu'on a dit, oui, devient ramasseur de balles, comme dirait Roméo Dika. Alors, vous comprenez donc pourquoi est-ce que les ministres ne peuvent pas penser et développer le Cameroun. Vous comprenez quelle est leur mission. Vous comprenez que font-ils et comment on les a réduits. On les a donc réduits à ce que vous venez d'écouter notre compatriote Jean-Pierre Dupont. Voilà. Vraiment, je voudrais ici dire merci à ces deux fils de la République pour le travail qu'ils font, pour cette émission spécialement. Vraiment, elle m'a marqué, elle m'a tué. Je sais qu'il y aura encore beaucoup d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire, même pour l'histoire du Cameroun, pour l'histoire de notre pays, pour qu'on sache, nous sachions d'où nous venons, d'où nous allons, qui est notre Dieu, qui sont nos ancêtres, à quoi devons-nous croire. C'est très important pour nous autres d'avoir des parents qui viennent dire des choses pour sensibiliser, pour informer. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement là pour des clashs, pour exposer des nudités, pour venir régler des comptes, pour venir s'insulter, pour venir raconter tout et n'importe quoi. C'est aussi là pour que des personnes comme Jean-Pierre Dupont, le père Soukoudjou, Morgan Palmer et beaucoup d'autres nous parlent de l'histoire de notre pays. Parce que je sais que vous la connaissez. Beaucoup d'entre vous ont seulement peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Parce que ces gens ne font pas dans la dentelle. Ils tuent, ils exécutent, ils emprisonnent, ils te font disparaître. Alors, bravo et beaucoup de courage à ceux qui prennent le courage à deux mains pour parler, pour dire des choses, pour nous accompagner, pour nous éclairer. Je vous dis infiniment merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous protège. Parce que c'est la transmission orale du savoir, de nos valeurs éducationnelles, traditionnelles et culturelles. Ils sont nombreux, comme Jean-Pierre Dupont, comme Morgan Palmer. Ils sont tellement nombreux, il y a des journalistes, il y a des historiens, il y a des intellectuels, il y a nos parents au village, il y a certains chefs traditionnels qui ont encore beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas, le moment arrivera où il y aura l'université des apprenants. Là-bas, vous irez apprendre tout aux ignorants que nous sommes. Bientôt, cette université verra le jour où on vous apprendra qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi sommes-nous arrivés à ce niveau. Si les autres parlent de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, écrite par eux, pour les leurs, nous avons donc le droit et le devoir, la mission d'écrire notre histoire, de la réécrire, du moins pour rappeler aux prochaines générations qui nous avons été, qui nos parents ont été, qui sommes-nous et qui serons-nous demain pour les prochaines générations. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Mais là, c'est un début. Je dis chapeau. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun.
c'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Parce que je sais ce que vous valez pour notre pays, le Cameroun, pour l'Afrique en général, et le monde entier. Mais vous pouvez aussi compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Cette promo canapé qui me coûte ma tranquillité aujourd'hui. Oui, je suis passée par une promotion canapé. C'était le choix à faire quand j'étais encore jeune, si je voulais avoir un travail de cadre dans une entreprise. Et ça n'a pas été difficile pour moi de le faire parce que les commentaires dans les chaumières laissaient entendre que pour évoluer, il fallait absolument ou nécessairement passer par des connaissances. Alors oui, je me suis laissée emporter. Écoutez cette histoire. Alors Chérèle, je suis une jeune fille aujourd'hui de 36 ans. J'ai eu des propositions indécentes quand j'en avais 25. À la fin de mon Master 2 en télécommunication, j'ai eu l'opportunité d'être recrutée dans une entreprise de la place. Heureusement ou malheureusement pour moi, mais je dirais malheureusement pour moi, le directeur a flashé sur moi, faire des choses pas bien pour avoir le poste. Oui, parce que je n'étais pas la plus compétente. Je dirais qu'on était même nombreuses à avoir une certaine compétence et donc la concurrence était rude. J'ai voulu me donner une chance. J'ai tenté. Je suis sortie avec mon directeur, un homme beau, grand de taille, intelligent, tout ce que vous pouvez vouloir d'un homme. Alors, au bout de 2 ans, j'ai commencé à gravir les échelons. Aujourd'hui, je ne nie pas que je suis une femme accomplie, mais je souffre en moi. J'ai une telle souffrance que je n'arrive plus à garder cela. C'est pourquoi je vous contacte et j'essaye de me confier. Je ne souhaite pas être jugée. Je veux juste que mon histoire sensibilise les jeunes. Oui, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué. Mais vous pouvez y arriver sans passer par la promotion canapé. Car croyez-moi, dans cette promotion-là, il ne s'agit pas que d'obtenir un travail. C'est plus que ça. Parce que j'ai sacrifié ma santé. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de donner la vie. Je ne savais pas que mon directeur enlevait quelque chose en moi pour pouvoir me donner ce travail dont j'avais besoin pour élever toute ma famille. J'en souffre aujourd'hui. J'ai des regrets, mais je n'y peux rien. Souffrez autant que vous voulez. Mais ne vendez pas votre âme au diable. Mon directeur, non seulement il m'a filé une maladie, mais plus tard je me suis rendu compte qu'en fait j'ai signé le pacte avec le diable. Et aujourd'hui, je ne peux ni me marier, je ne peux pas donner la vie. Pourtant, je suis financièrement stable. À un moment donné de ma vie, j'ai voulu ne pas tendre la main à ma famille parce que je savais que je m'étais sacrifiée. Je me suis dit, pourquoi ne pas tendre la main à la famille si je me suis sacrifiée pour cette famille? Les gens disent parfois, on est bien placé, on ne tend pas la main à la famille. Mais c'est parce que parfois, on voit ce qu'on a sacrifié et on se demande, est-ce que les gens sauront être reconnaissants pour le sacrifice que nous avons fait? J'ai envie d'interpeller les jeunes filles. Tout ce que vous voyez briller là dehors n'est pas de l'or.
Vous êtes nombreuses dans ma situation à avoir vendu votre âme au diable pour la gloire. Mais je vous le dis, pour celles qui sont encore sauvables, sauvez-vous. Vendez même avec les plateaux sur la tête. Mais faites l'effort de ne pas être redevable envers qui que ce soit. Parce que croyez-moi, vous allez le payer. Oui, vous paierez le lourd tribut de votre échange. Et vous êtes loin d'imaginer qu'est-ce qui vous attend. Je voulais juste me décharger et je ne demande pas de conseils. J'ai juste voulu me décharger pour pouvoir sensibiliser autant que faire se peut. Ils sont dehors, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des grosses voitures. Mais alors, ils sont des prédateurs. Faites attention.